Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième épisode de ma conversation avec Nicolas Véraud, charcutier, sur la maison Véraud, qui a la particularité d'être une maison très ancienne et plusieurs générations dont on a parlé dans notre précédente conversation, et sur la charcuterie et sur l'état de la charcuterie et les spécificités de la charcuterie contemporaine. Alors, Nicolas Véraud, d'abord, bonjour. Dans ces spécificités, il y en a, me semble-t-il, un certain nombre qui concernent l'élevage et l'approvisionnement. C'est-à-dire, il s'agit de faire de la charcuterie avec des cochons, des porcs, qui n'ont pas été élevés dans n'importe quelles conditions et sur lesquelles on aime bien, conditions sur lesquelles on aime bien pouvoir vérifier qu'elles correspondent à ce qu'on souhaite. Alors vous, comment faites-vous ? Comment vous vous assurez des bonnes conditions, par exemple, de l'élevage des cochons que vous utilisez ? Avant de répondre à cette question, j'aimerais préciser quelque chose qui me semble évident, mais qu'il est important de rappeler. On est charcutier, pas magicien. C'est-à-dire que sans un excellent cochon, on ne sait pas faire une excellente charcuterie. La difficulté de notre métier, mais comme tout métier, c'est que bien entendu, avec un excellent cochon, on peut faire une mauvaise charcuterie. Ça va de soi. Mais en tout cas, l'inverse n'est pas possible. On ne peut pas, avec un cochon médiocre, faire un excellent produit. Comment est-ce qu'on s'assure de la qualité des cochons ? Je pense très sincèrement qu'il n'y a pas de meilleur moyen que celui de se rendre sur place, de visiter des élevages. Je parle en tant que professionnel, bien entendu. Je ne demande pas à tout consommateur de cochons d'aller visiter des élevages de porcs. Si jamais ça les intéresse, je pense que les éleveurs seront très heureux d'ouvrir leurs portes, mais on ne va pas demander ça à tout le monde, rassurez-vous. Et nous, c'est un travail qui a été fait depuis le début des années 2000 et qui a été initié par deux personnes. En premier lieu, bien entendu, notre éleveur, Laurent Guglielmi, qui est dans le Perche, à la base Oshgouet, et par mon père. Dans le sens où, au début des années 2000, le bien-être animal, la question de connaître son éleveur, et donc sa philosophie, en charcuterie, c'était quelque chose de très peu répandu. Ça n'existait quasiment pas. On parlait de façon... ce que moi, je vois aujourd'hui de façon assez péjorative, comme d'un porc charcutier. Bref, ce cochon qui a du gras où il faut, qu'on va standardiser pour répondre aux besoins du professionnel. Alors, bien entendu, je ne suis pas contre un cochon qui est pensé pour sa transformation par la suite. Je ne vais pas vous dire le contraire. Nous-mêmes, on a une sélection dans les cochons qu'on travaille chez notre éleveur. C'est-à-dire que on va avoir besoin, par exemple, un cochon, c'est comme un être humain. C'est-à-dire que vous en allez avoir des grands, vous allez en avoir des petits, vous en allez avoir... Et ça ne préjuge pas de sa qualité de vie, de son bien-être, ou ainsi de suite. Je suis né plutôt grand, j'aurais pu naître petit et avoir la même vie que j'ai aujourd'hui, il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, c'est vrai que nous, à la Maison Véraud, on va privilégier des cochons, par exemple, qui sont assez grands et bien en chair. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un petit cochon n'est pas bon pour autant, c'est juste qu'il va moins correspondre à notre charcuterie, à nous. Tout ça pour dire qu'il est impossible d'avoir ces discussions, ces échanges et parler de cette philosophie de travail avec une feuille A4 sur laquelle on a une ligne avec marqué nom du produit jambon, prix au kilo, et voilà, terminé. Tous les jours, on passe nos commandes. Je veux tant de kilos de jambon pour tel prix, et ainsi de suite. Nous, on n'est pas dans cette philosophie-là. On n'est plus dans cette philosophie-là depuis plus de 20 ans. Et depuis que Laurent est venu rencontrer mon père pour lui dire... Donc, mon père s'appelle Gilles Véraud. Écoute, Gilles, voilà, je me présente, je m'appelle Laurent, je viens de reprendre un élevage et j'aimerais travailler différemment. Et là, mes parents qui avaient ouvert en 97, ils en étaient qu'au début de leur histoire, en tant que chef d'entreprise.
Ils font ce pari assez fou. Pourquoi est-ce qu'il est assez fou? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne l'avait fait avant. Et deuxièmement, parce qu'un cochon bien élevé, un cochon qui répond à tous ces critères de qualité, ça coûte beaucoup plus cher qu'un cochon traditionnel. Beaucoup plus cher, ça veut dire 30%, 40%. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père, et oui, dernier point, vous doutez bien que quand on est charcutier, notre matière première, notre ingrédient principal, c'est le porc, c'est le cochon. Donc, avoir une hausse tarifaire sur le cochon de cet ordre-là, c'est absolument, ça peut être critique pour une charcuterie. Et mon père dit, mon père et ma mère, bien entendu, parce que je pense qu'il n'y a pas, c'est pas moi, je pense, il n'y aurait pas la maison Véro telle qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce couple, donc Catherine et Gilles Véro. Mon père et ma mère décident de tenter ce pari, de jouer le jeu. Et là, il y a les experts comptables, il y a les confrères de l'époque, et ainsi de suite, qui disent mais vous êtes totalement fou, mais qu'est-ce que vous allez faire ça? Vous allez couler financièrement, c'est pas possible. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents, ils ont cartonné, quoi. Et ça marchait déjà bien avant, ça a marché encore mieux après, parce qu'il y avait cette démarche de sincérité, de dire vous venez chez nous pour avoir de l'excellence. Et ben nous, on se donne les moyens de vous proposer de l'excellence. Donc je pense que aujourd'hui, un artisan, ça doit connaître la provenance de ses produits. Alors, il y en a qui vont aller plus loin que d'autres. Il y en a qui vont aller jusqu'à vous dire je dois savoir d'où vient le persil que j'utilise pour faire mon jambon persillé. Et c'est absolument super. Nous, par exemple, je peux vous dire d'où viennent nos oignons. Enfin, voilà, on pousse le détail jusque-là. Et puis, il y en a d'autres qui vont un peu moins loin. Mais en tout cas, cette démarche-là, est plutôt récente. Je dirais que ça a 10-15 ans dans la gastronomie et moi, dans ce qui me concerne, la charcuterie. Et c'est vrai que mes parents ont été vraiment précurseurs sur la question du cochon. Mais votre éleveur aussi a été précurseur. Bien et entendu. comment est-ce que vous pourriez décrire la différence qu'il y a entre cet éleveur, comment dans sa manière d'élever ses cochons et la manière qui se pratiqué avant ou qui se pratique encore quand on parle des élevages industriels, où là on voit des milliers de porcs qui sont... Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Notre éleveur aussi a été précurseur, et c'est d'ailleurs pour ça que je disais au début, c'est deux personnes. Voilà. Déjà, c'est drôle aujourd'hui, alors qu'on est tous... très concernés par la question environnementale et que les mots d'économie circulaire sont rentrés dans le vocabulaire du quotidien. Début des années 2000, c'était pas tant le cas que ça. Pourquoi est-ce qu'il est dans le Perche? Pourquoi est-ce que lui s'est installé dans le Perche? Il se trouve que la majorité de la pollution, oui, je parlais en termes génériques, la majorité de la pollution émise dans la vie d'un cochon, c'est au niveau de ce qu'on appelle son aliment, donc ce qu'il mange, sa nourriture. Il se trouve que dans le Perche, vous avez toutes ces grandes plaines et vous voyez énormément de céréales. Et ben lui, c'est dit dès le départ, je vais faire une économie, je vais fonctionner en économie circulaire. Mes cochons dans le Perche, ils vont être nourris, non pas avec du soja brésilien, comme ça se fait énormément pour des questions de coût, mais avec des céréales percheronnes. Je vais, bien entendu, et ça, pour la question du bien-être animal, c'est fondamental, je ne vais pas élever mes cochons sur calibotis. Qu'est-ce que c'est que des calibotis? Globalement, c'est ces structures en métal sur lesquelles on surélève les porcs pour que leur déjection passe au travers et que
on n'est pas besoin enfin, on a juste besoin de passer un coup, enfin, je ne veux pas dire un coup de serpillière, ça serait vraiment péjoratif, mais quoi, enfin, ça facilite le nettoyage. Bien entendu que nos cochons ne sont pas élevés comme ça. Ils sont élevés ce qu'on appelle sur litière, sur paille, avec un accès à l'extérieur et ainsi de suite. Toutes ces choses-là n'existaient quasiment plus en charcuterie à l'époque. Alors oui, vous allez peut-être avoir dans certaines régions ou ainsi de suite des gens qui arrivaient à travailler en direct. Je sais que l'Aveyron vous est cher. C'est certainement que un charcutier en Aveyron travaillait avec un éleveur juste à côté et ainsi de suite. C'est tout à fait possible. Mais à l'échelle nationale, et encore plus à Paris, ça n'existait quasiment plus. Et dans les grandes villes, je dis Paris, mais voilà, je peux parler de Lyon, Bordeaux, et ainsi de suite. Ça n'existait quasiment plus. Et en fait, c'est cette somme de détails-là qui font, pour nous, la qualité du cochon. Et mes parents l'ont fait de façon tout à fait... En fait, ils l'ont fait de façon sincère. Et on s'en est rendu compte par la suite, ils ont que très peu communiqué dessus. Parce que pour eux, le simple goût suffisait, et la qualité gustative, j'entends par là, suffisait, et c'était leur meilleur outil de communication. Vous venez, vous êtes bien servi dans nos boutiques, et ensuite, dans notre boutique, pardon, et ensuite vous goûtez le produit, vous l'aimez, vous revenez. Bon, globalement, ça se résumait à ça, et ça marchait très, 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 très bien. Mais en fait, il y avait quelque part cette sincérité et ce côté, c'est devenu une évidence à un moment chez mes parents. Et en fait, ils communiquaient même pas dessus. Et souvent, les gens nous disaient, mais enfin, pourquoi vous le dites pas ? Et c'est vrai que c'est quelque chose maintenant qu'on s'emploie à le faire, à le dire. C'est tout bête, mais je pense que ça mange pas de pain de rappeler que moi, par exemple, j'étais dans notre élevage. J'y étais quand ? Je crois, il y a 1 mois et demi, 2 mois dans ces eaux-là. Et à chaque fois... Déjà, c'est un vrai plaisir d'échanger avec Laurent, parce que Laurent, il a entre la génération de mon père et la mienne, et enfin, pour moi, c'est quelqu'un que je respecte infiniment, parce que comme toute personne qui a été précurseur à un moment, il a pris des risques, il a vu des choses que d'autres n'ont pas vues, et il s'est donné les moyens de les mettre en application. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y aurait pas la maison Véro telle qu'elle est aujourd'hui si jamais il n'y avait pas Laurent Guglielmi. Donc, vous visitez son élevage. Vous allez de temps en temps voir si tout va bien. À peu près 3 fois par an. Je dis à peu près, parfois c'est plus, parfois c'est moins, mais voilà. Mais en fait, on le visite pas pour faire enfin, on fait pas des inspections. On est plus là pour dire, déjà, ça nous fait plaisir de nous voir, déjà, premier point, mais parce qu'en fait, c'est notre premier partenaire. Et à chaque fois qu'on a des points sur lesquels on souhaiterait travailler différemment, on se pose ensemble et on voit comment est-ce qu'on peut avancer. Est-ce que lui fait des émules aussi ? Est-ce qu'il vous raconte que dans son métier d'éleveur de porc, il a de plus en plus de gens qui travaillent comme il travaille lui-même ? Oui, mais en fait, Laurent, comment dire ? Déjà, Laurent, avant tout, c'est un agriculteur. Et je dis ça parce qu'il est très marqué par la souffrance des agriculteurs et de ses confrères. Ce que je viens de vous dire, par exemple, sur l'élevage sur litière, donc sur paille, c'est quelque chose que lui, lorsqu'on lui tend un micro, ne met que très peu en avant, parce qu'en fait, je vais dire les mots, il a des amis qui se sont suicidés parce que leur entreprise, donc leur ferme, leur porcherie, n'était pas du tout à l'équilibre, parce que l'industrie leur demande en permanence de tirer les coûts vers le bas. Et que c'est un modèle qui n'est pas tenable, les gens se sentent dans une impasse, et des années à être dans une impasse, à la fin, ils ne voient pas d'autre solution que de finir comme cela. C'est ce qui est absolument dramatique. Et Laurent est le premier à dire que les responsables de tout cela, enfin ceux qui peuvent vraiment changer les choses, ce sont les consommateurs, les clients. Moi, j'aime pas trop dire consommateurs dans nos boutiques, mais à l'échelle de la France, je pense qu'on peut parler ainsi.
Euh, et, et en fait, Laurent, il a cette pudeur vis-à-vis de ça. Et il se veut pas fanfaronnant en disant, voyez ce que j'ai réussi à faire, parce qu'aujourd'hui, son élevage est très prospère, il n'y a pas de souci pour lui. Il est en contact permanent avec des confrères. Il me dit, ce sont des gens remarquables, hein, mais juste, ils se sont enfermés dans ce système qui leur a été imposé. Lui a eu la vision à un moment de ne pas rentrer dedans, mais il souffre énormément de voir les confrères, enfin ses confrères autant en difficulté. Voilà. C'est d'ailleurs assez marquant à chaque fois qu'on va faire une télé ou ainsi de suite chez lui, enfin un passage presse chez lui et ainsi de suite. Il se met que très peu en avant. Et il nous demande de pas dénigrer les confrères, ainsi de suite, parce qu'ils me disent que ce sont des situations subies. Si demain, les gens, ce qu'il dit souvent, si demain, les gens mettaient un peu moins d'argent dans les téléphones et un peu plus dans leur alimentation, il nous le dit tout le temps, je peux vous garantir qu'on ne parlerait plus de bien-être animal, vu que ça serait un problème réglé. On a la chance, nous, à la Maison Véro, d'avoir des clients qui font ce choix-là. Mais à l'échelle de la population française, c'est un choix qui est malheureusement pas fait par tous. Juste un mot, vous avez parlé d'éventuels articles de presse ou des reportages de télévision ou de radio sur son élevage ou sur votre activité ou sur les deux combinés. Est-ce que depuis que vos parents ont créé leur propre charcuterie à Paris, est-ce qu'il y a une évolution de la manière dont les médias suivent à la fois l'élevage et en même temps la charcuterie? Tout à fait. Une évolution impressionnante. Ça s'est fait en plusieurs temps. Le premier a été de commencer à avoir quelques journalistes qui... enfin, disons, voilà. D'abord, on a eu la presse spécialisée qui s'est toujours intéressée de près ou de loin à la charcuterie, dans le sens où elle fait partie de notre terroir. J'ose le mot culturel parce que vous l'avez employé tout à l'heure pour nous qualifier, mais en tout cas dans notre terroir gastronomique français. On faisait référence en aparté à Monsieur Petit-Renaud qui est parti il y a pas longtemps. Voilà, ce sont des gens qui ont énormément compté. Je pense également à Monsieur Coff, Jean-Pierre Coff, qui est également décédé. C'est des gens qui ont énormément compté pour la communication autour de la charcuterie artisanale. Et contre la charcuterie industrielle. Parce qu'il faut dire qu'il y avait les deux chez eux, à la fois la célébration des artisans et en même temps les célèbres c'est de la merde. Exactement, et notamment pour Monsieur Coff, qui lui s'était battu contre les polyphosphates dans le jambon notamment. Et donc ça, c'était vraiment au moment ce qui était quand même le creux de la médiatisation de la charcuterie artisanale. En tout cas, merci à eux d'avoir été là où quand peu de monde était présent pour parler de ce métier-là. Ensuite, là, je vais parler de mes parents, parce que c'est vraiment quelque chose que je maîtrise. Et je ne veux pas dire de bêtises sur le reste. Il y a eu un effort de communication qui a été fait chez mes parents fin des années 2000, début des années 2010. Et voilà, plus début des années 2010 d'ailleurs. Où là, ils ont vraiment été proactifs dans le sens où ils ont pris une agence de presse en se disant, on voit les cuisiniers le faire, on parle des cuisiniers, donc faisons pareil pour notre entreprise. Et là, ça a été vraiment le début de cet engrenage pour ce qui a concerné la Maison Véro. Et donc là, on est au début des années 2010, mais moi, j'ai toujours été très marqué par un passage, notamment, sur une antenne radio, Europe 1, pour ne pas la citer, avec... En fait, j'ai été marqué par la condescendance avec laquelle a été reçu mon père à l'époque sur cette émission de radio. Je ne veux pas dire qui est-ce qui l'avait reçu, qui étaient les invités. C'était des gens que tout le monde connaît. Et voilà. Et globalement, l'idée, c'était que mon père était venu présenter son livre de recettes.
Mon père n'avait pas plus de prétention que de parler des recettes qu'il avait écrites dans un livre. Et toute l'émission, ça avait donné. Vous avez vu, aujourd'hui, tout le monde peut écrire des livres, même les charcutiers. C'est vous dire si la littérature se démocratise, mais d'un point de vue péjoratif. Et mon père n'a jamais eu aucune ambition romanesque ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment ces recettes qu'il a écrites dans un livre pour les transmettre aux gens qui y sont intéressés. Pas plus que ça. Hein. Il a, jamais. Enfin. Par exemple, avec mon père, on a écrit 2 livres ensemble. Moi, je suis toujours gêné de voir une rémunération en tant qu'auteur. Je me considère pas. Enfin, pour moi, un auteur, c'est un poète, c'est quelqu'un qui écrit des romans. Enfin, bref, pas nous, quoi. Mais bon, il y a eu cette période-là aussi où on nous recevait, mais bon, un peu comme des ovnis, quoi. Et puis aujourd'hui, depuis la fin des années 2010, début des années fin des années 2010 plus, je pense que les charcutiers et nous également, on a plus gagné en légitimité. Et c'est ce que je vous disais, Philippe, en entrant dans ce studio. Je suis extrêmement touché de l'invitation que vous m'avez adressée, parce que pour moi, ça veut dire beaucoup. Je me sens pas, je veux pas faire un complexe d'infériorité ou quoi que ce soit, mais je me sens, quand j'entends les invités que vous avez eus par ailleurs, je me sens pas du tout à leur hauteur. Enfin, c'est-à-dire, vous n'êtes pas à leur hauteur dans leur spécialité, mais demandez-leur de cuire un jambon, ils seront pas à la hauteur non plus. Demandez-leur de faire un oreiller de la Belle Aurore, ça m'étonnerait qu'ils y arrivent. Demandez-leur de faire des rillettes en croûte, ça m'étonnerait qu'ils y arrivent aussi. C'est pourquoi je vous ai répondu, quand vous m'avez dit que vous étiez flatté de leur succéder, je vous ai répondu, mais j'ai milité pour la création d'un prix Nobel de la charcuterie et je ne suis pas encore décidé à cesser de revendiquer cette création. Nicolas Véro, je vous propose qu'on se retrouve dans un 3e épisode pour essayer d'abord de mettre un peu l'eau à la bouche de nos auditeurs en parlant de quelques-unes de vos spécialités et puis aussi pour voir comment les évolutions récentes ont fabriqué ou incité un certain nombre de transformations dans votre métier. Donc, à la semaine prochaine.